Merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne. Nous sommes au Palais des Expositions des Pas Maritimes SAPEX, à l'est d'Alger, où, comme vous le savez, se déroule la 4e édition de la foire interafricaine, la foire commerciale IATF 2025. Dans cette foire, il y a aussi un programme très important qui est dédié aux industries créatives et culturelles, c'est le CANEX. Le CANEX, c'est le Creative African Nexus, c'est le lien africain entre créateurs. Et pour en parler ici en direct du Palais des Expositions, nous avons invité deux créateurs, deux artistes algériens. D'abord, monsieur Mehdi Ben Issa, qui est producteur, qui est un expert en audiovisuel, qui est un connaisseur du domaine du cinéma d'audiovisuel et qui est également commissaire du Festival international du film d'Alger. Marhaba bik, monsieur Ben Issa, bienvenue. Merci de l'invitation. Faisal. Merci d'être venu. Et nous avons aussi un autre créateur, un compositeur, un musicien qui est pratiquement plus à représenter. Monsieur Amin Dahel, bonsoir. Moussa Al-Khair, merci pour l'invitation. Très content d'être Merci avec vous. d'avoir répondu à l'invitation d'Al24 News. Question générale pour commencer ce débat. Le CANEX est quand même un élément important dans cette foire interafricaine parce qu'il y a un souci, vous le savez, des Africains de se rapprocher sur le plan politique, sur le plan économique, sportif, mais également culturel. Parce que la création, diront les experts, la création est d'abord africaine actuellement, dans le domaine de la musique surtout, et du cinéma, du théâtre, etc. Je poserai la question à Mehdi Ben Issa en premier, parce que j'ai vu que vous avez participé à des débats au sein du CANEX. Parlez-nous un peu de ce programme et qu'est-ce qu'il peut apporter. Peut-être les artistes algériens pourraient se poser la question, qu'est-ce que cela pourrait apporter et est-ce qu'ils doivent s'inscrire dans cette démarche africaine? Eh bien, dans un monde aujourd'hui multipolaire, effectivement, la dimension africaine doit être renforcée. Elle a une histoire et la problématique des contenus, ou ce qu'on appelle génériquement les industries créatives, et pour moi, passe d'abord par une préoccupation des contenus. Nous sommes des pays dont on disait de nous qu'on était le tiers-monde il n'y a pas si longtemps. Nous sommes des pays qui avons été colonisés. Donc l'importance de nos contenus, qui est l'importance de notre parole et de notre identité, trouve un écho dans ce genre de rassemblement. Oui. Dans le sens où il pose la réflexion double qui est quelle dimension politique, ça on le sait depuis très longtemps, mais si on veut que la dimension politique du message, du contenu puisse trouver une écoute, il faut la doter de ce que le monde aujourd'hui nous oblige de faire, c'est de la technologie, du savoir-faire et des moyens pour être entendus. Des rencontres comme celle-ci réunissent une dimension politique, nous en avons parlé, mais aussi une dimension interprofessionnelle, avec une nouvelle génération, très au contact de ce qui se passe dans le monde, des nouvelles technologies, et donc se pose la question, comment renforcer notre voix et dans nos pays respectifs et entre nous et donc mais aussi vis-à-vis du reste du monde. Je poserai aussi la même question à Amin Dahel parce que vous aussi vous êtes impliqué positivement dans ce programme CANEX, notamment dans son volet musical parce qu'il y a dans ce programme ce qu'on appelle le Music Factory. C'est quoi exactement ce Music Factory? Dans la continuité de Mehdi Ben Issa, avant de répondre à la réponse, oui. L'Algérie a beaucoup consommé de la musique américaine et a beaucoup consommé de la musique anglaise, mais elle n'a pas consommé l'art africain qui est juste à côté, qui est juste là en fin de compte. Et je crois que le problème, c'est pas un problème de distance, non, c'est carrément un autre problème, c'est un problème de partage et de savoir partager tout ce qui est art africain. De savoir rendre disponible. Voilà. Je voulais pas employer ce terme-là parce que humainement on a été toujours disponible, mais je crois que c'est de la musique. Ah oui, d'accord, oui bien sûr. Et du coup, le monde a consommé notre musique, a consommé le raï, qui est une musique qui a pu s'exporter, mais en fin de compte, tout le reste, ce n'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas du tout assez parce que on partage pas. Moi, j'ai eu cette chance, par exemple, de connaître Richard Bona.
Et j'ai joué avec lui ici en Algérie, qui est le numéro 1, le bassiste numéro 1 de l'Afrique. Et Richard, quand tu discutes avec lui, il te dit je connais rien de la musique algérienne, sauf quand j'ai vécu en France, j'ai connu l'OMB et tout le reste, voilà, quand il a vécu en France. Et concernant l'histoire de Creative Music, c'est mon rôle et le rôle du créatif en lui-même, c'est d'essayer d'écouter un peu la jeunesse algérienne qui n'a pas, qui cherche à créer des musiques, mais c'est des musiques qui ne sont pas consommables en Algérie, quelque part. On a beau avoir des grandes émissions de concours et tout ça, mais je crois qu'il y a d'autres musiques qui doivent rentrer dans le registre, mais qui sont pas, c'est pas de la musique internationale. Et du coup, il faudrait de la musique. Je crois qu'avec le créatif, c'est une manière de laisser un jeune rappeur qui peut-être qui n'a pas de place en Algérie, c'est un peu compliqué. Ça veut pas dire mais le problème c'est que on est un peu dans le patrimoine, on est toujours dans ça, mais on n'est pas dans les musiques du monde, on n'est pas dans ce genre de délire. Et on peut toujours fusionner, on peut toujours faire des rencontres entre les musiques. Et c'est pour cela que Head Creative Heda a pu créer, si vous venez au stand, vous allez voir des petits jeunes qui sont contents de chanter sur des arrangements africains. Et on est des Africains aussi. Alors pourquoi pas le métissage de musique. Et on sait tous que la musique africaine en elle-même, elle est à la mode en ce moment. Toutes les stars du amapiano et de tout le reste des genres musicaux qui existent actuellement, ce sont des stars internationales dont les États-Unis maintenant essayent de promouvoir et d'acheter avec n'importe quel moyen pour dire que c'est un Africain américain. Voilà. Oui, mais à l'époque, Michael Jackson avait pris l'extrait de Mali du Bongo. Ça a créé un procès, et c'était le titre numéro 1 dans le monde, tout en sachant que le riff en lui-même appartient à Manu du Bongo, il n'appartient pas à Michael Jackson. Et Michael Jackson n'a pas eu l'honnêteté de dire que ça ne lui appartient pas. I wanna be star something. Voilà, quand on commence des choses. Là, par exemple, vous m'offrez l'opportunité d'intervenir sur la notion d'auteur, qui est intimement lié à la notion d'identité. C'est-à-dire, Dan vient de dire qu'ils ont récupéré. Cette notion de récupérer, ça veut dire qu'on l'a enlevé à un groupe. Dès que vous avez un artiste qui émerge, qui peut faire le lien, qui peut créer du lien et du souvenir, parce que c'est cette agrégation qui fait la force d'une nation par le biais de la culture, il est exproprié. Il est exfiltré de son terreau, si vous voulez. Voilà. Donc, comme si sur un terrain, dès que vous avez une jeune pousse, dès que vous avez un arbre qui commence à pousser, on va le déraciner pour le mettre ailleurs. Donc vous restez face à une terre désertique. Et c'est là où peut-être, parce que je suis aussi dans la découverte, curieuse et heureuse, mais je suis dans la découverte de la Canex en me disant, c'est des ensembles, c'est des réunions périodiques qui doivent nous permettre de faire le bilan. Je pense aussi à l'idée qu'à l'échelle de l'Afrique, peut-être que certains gros investissements peuvent être faits entre plusieurs pays africains. Pourquoi pas créer des groupes qui pourraient investir dans nos serveurs, de manière à ancrer les contenus chez nous, dans des infrastructures pour des cinémas. Enfin, il y a de la synergie qui peut se faire, notamment par le cautionnement bancaire, par des systèmes à mettre en place à l'échelle du continent, quitte à faire 4 grandes zones si on veut. Voilà. Donc voilà, c'est des voies à travailler encore. Absolument, parce qu'on doit rappeler aux amis téléspectateurs que le Canex concerne la musique, concerne la gastronomie. On a vu même des plats préparés en direct, parce que la gastronomie, c'est aussi de l'art culinaire. Il y a le cinéma, la distribution des films, l'editing, c'est la littérature, et bien sûr la musique. La musique africaine, comme disait Amine, c'est l'un des produits africains qui s'exporte le mieux. Mais à un moment donné, je voulais vous poser cette question. Quand on avait parlé de la world music, la musique du monde, on avait peut-être voulu
effacer aussi certaines identités, certaines musiques, certaines origines pour dire voilà, ça appartient à tout le monde, ça n'appartient pas nécessairement à l'Afrique. Est-ce que cet âge, parce que votre musique, ça date déjà de 15-20 ans déjà, on n'en parle plus. Est-ce que c'est dépassé ou est-ce que maintenant, avec cette volonté des artistes africains de s'imposer réellement sur la scène internationale, cette pensée ou cette qui a aussi quand on voit des passés coloniaux en Afrique est dépassée? Mais je crois que le musicien africain a souffert à la base, même historiquement, on sait qu'il a souffert. On sait que tout ce qui est Gnawa est venu à travers tous les esclaves qui sont venus du Soudan, et ça fait partie de l'histoire. On sait qu'il a souffert, le pauvre. Et on sait pour qu'il puisse arriver le constat il a vraiment galéré, il a accepté beaucoup de choses. Moi-même, je suis passé par ça. J'ai eu, juste pour l'anecdote, je suis programmateur pour Yamaha pour le Middle East. Oui. C'est-à-dire je programme des claviers, des synthétiseurs, je mets de la musique algérienne dedans. C'est déjà pas mal. Et je fais ça à Dubaï avec la société Yamaha Golf. Et j'ai eu la première fois quand j'ai commencé avec eux en 2010, j'arrive, ils me donnent un espace de méga dans le clavier en me disant c'est bon, tenez le clavier, vous pouvez programmer. J'ai dit mais je ne peux pas programmer parce qu'il n'y a pas de son algérien. Ah. Ils me disent pourquoi vous avez des sons algériens? Ils ne savent pas. Voilà, ils ne savent pas. Et je dis oui, قول لي علاش قال لي vous avez العود الناي كيما حنا كيما نتوما vous avez الناي المزمار كيف mais j'ai dit المزمار تاعنا المزمار تاعكم ماشي كيف. On en a plusieurs d'ailleurs. حنا عندنا قصبة, vous l'avez pas. On a قصبة de l'Est, vous l'avez pas. حنا en percussion on a un gallal, vous l'avez pas. Notre bendir, c'est pas le même. Le vôtre, il s'appelle Def et c'est autre chose. Oui. Ce qu'on a, nous, c'est avec un timbre, prêtre. On n'a pas, vous n'avez pas un instrument qui s'appelle le mandol, nous on l'a. Oui. Le bonjou, c'est vrai qu'il est commun entre nous et les gens la country music, mais nous, on l'a employé autrement dans la musique shabi. Et le Gombri aussi. Le Gombri, c'est une autre histoire parce qu'il vient des esclaves soudanais, ouais. Où c'est un truc qui est en commun entre nous et nos voisins à côté aussi. Et du coup, c'est toute une histoire. Et il a fallu qu'on exige pour qu'on fasse ce qu'on appelle des séances de sampling, pour qu'on puisse sampler tout d'abord les instruments, les sampler. Après, on passe à l'histoire de la programmation. Oui. Et ça, c'est un combat de dire qu'on est là, on existe. Nous, Africains, même si on est au nord, on existe, on est des Africains, on a notre identité, on a notre musique, notre sang, on a notre cinéma, notre manière de dire les choses, on a notre humour, on a notre vie. Il va falloir la respecter, il va falloir vous allez apprendre à nous connaître. Voilà. Qu'est-ce que vous avez introduit comme son algérien, pardon, Hadi? Au fait, j'ai toute la liste que je viens de vous évoquer à l'instant. Tous les instruments. Elle existe sur tous les claviers Yamaha à partir la série PSR A2000. A2000, voilà. Le PSR Yamaha A2000. Écoute, merci à toi. Merci mon ami. Mais vous savez, tout à l'heure, Faisal, tu as parlé d'exportation de la musique africaine. Oui. Si on s'arrête quelques instants sur ce mot, il referme tout le paradoxe et toute la problématique. Qu'est-ce qu'on a exporté? Quand on dit on exporte un objet ou un produit, ça veut dire que sa recherche-développement venait de ce pays-là, l'industrie, toute sa chaîne de valeur vient par exemple d'Algérie, et par exportation veut dire qu'il y a une entrée de devises, par exemple. Bien eh bien, sûr, en musique, ce n'est évidemment. pas ce qui se passe. En fait, c'est une immigration d'artistes. Toute la chaîne de valeur se fait dans les grandes capitales d'Europe, par exemple, ou des États-Unis. C'est là-bas qu'il y a les studios, c'est là-bas qu'il y a les arrangeurs, c'est là-bas qu'il y a... Donc, en fin de compte, est-ce qu'un Mano Dibango ou les grands jazzman, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'argent qui repart dans leur pays? C'est leur fortune, où ils investissent dans des centres culturels, dans des choses comme ça. Mais ça n'obéit pas à un schéma économique, je dirais, entre guillemets, bancaire, comme pour des téléphones ou pour n'importe quel produit. C'est un sens unique. Voilà, ça veut dire que l'artiste quitte la terre africaine. La valeur,
C'est-à-dire le multiplicateur qui est l'artiste, et on le multiplie, on en crée de la richesse. Sans contrepartie pour les Africains, en fait. Si ce n'est de se dire, ah, il est africain, il est là-bas, et on est très content. Je pense qu'on devrait être un peu plus exigeant que ça. Ouais. Quelque part, l'artiste, il est devenu producteur de lui-même à la base. Ouais. Au fait, je crois qu'on est fait une direction où l'artiste n'a plus besoin d'un producteur. Moi, c'est comme ça que je rejoins ton idée. Voilà. Je vais rejoindre ton idée. À ce moment-là, imaginons qu'un artiste de Bamako produise sa musique, la mette sur une plateforme et nous achetons sa musique. Oui. Nous travaillons avec quelle monnaie? Et cette plateforme, elle est hébergée où? Si c'est la plateforme, si c'est d'Amazon ou si c'est la plateforme d'Apple, vous imaginez bien, il faudrait qu'on ait nos plateformes, notre technologie. Oui. Et on n'aura plus de problème de droits d'auteur comme Manu Dibango et Michael Jackson, par exemple. Comme Amin Dahan a des problèmes aujourd'hui de droits sur cette histoire de programmation de clavier. Moi, mes droits, ces claviers sont vendus partout dans le monde. Oui. Et les programmes sont téléchargés. Les droits... Vous n'êtes pas dépendus. Ils n'existent pas. Ils sont virtuels, je ne les vois pas. Mais théoriquement, il y a un organisme qui s'occupe du droit d'auteur africain. On n'en est pas encore là, je crois qu'on n'en est pas encore là. Il y a un organisme africain. C'est un grand travail qui doit se faire avec la douane, l'ANDA. C'est tout un système. Est-ce que les artistes africains, les producteurs, les créateurs sont capables, je ne dirais pas capables, mais ils ont la possibilité de dialoguer, de discuter entre eux? Parce que mis à part le IATF, et mis à part le CANEX se réunit... L'année passée, c'était aussi en Algérie, dans la version week-end, etc. Et là, c'est la version un peu plus longue. Ils sont capables de dialoguer, de travailler ensemble. Parce que souvent, pour se rencontrer, les artistes africains doivent se voir à Paris, ou à Londres, ou à Berlin, ou à Washington, mais pas à Alger, ou à Lagos, ou à Nairobi. Est-ce que les artistes créateurs africains sont capables de créer une connexion, j'allais dire une grande plateforme, comme le CANEX? Le CANEX, c'est une initiative des organisateurs de l'IATF. Est-ce que c'est possible? Ou chacun est dans son pays, il ne travaille pas avec l'autre, ne discute pas avec l'autre? Je pense qu'aujourd'hui, des organismes comme l'Office national des droits d'auteur et ses homologues africains sont déjà en lien. Il y a des automatismes. Oui. Mais comprenez bien une chose, il y aura des discussions fructueuses que s'il y a un enjeu économique réel. Oui. Et j'aimerais donc dire de quoi on parle et de combien on parle. Il est où l'enjeu économique? Quand j'ai assisté au débat avant-hier sur la distribution des films, sur la distribution en Afrique, une grande partie du discours était comment on traite, comment on est traité et comment on doit se comporter avec les États-Unis ou l'Europe. Oui. C'est toujours par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a exclu de façon implicite, avec une effrayante normalité, que c'est entre nous que l'économie doit se faire. Je pose juste une question déjà. Chacun de ces pays-là peut traiter avec l'Europe. Est-ce que économiquement on peut traiter, on peut se verser de l'argent, en recevoir? C'est cette fluidité économique qui peut, oui, rendre de l'intérêt. Mais comment dépasser ça? Comment aller justement vers de créer de réelles opportunités? Alors, par exemple, c'est un peu le thème d'IATF. Ce genre de réunion, de rendez-vous CANEX, je parle de la partie culturelle, s'ils se multiplient, les problèmes sont posés. Déjà, c'est la deuxième édition ou troisième. Et quatrième, pour l'IATF. Les gens, il y avait ce discours qui est, OK, on a posé les solutions sur la table. Il faut passer à l'acte. Voilà. Donc maintenant, je pense que les solutions, on les connaît. Vraiment, on les connaît. Il faut traduire l'essai. Mais ce qui est compliqué, le défi, c'est comment les artistes engendrent un discours avec les industriels, entre guillemets, avec les banques, avec les États. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré... C'est cette relation qui est un peu compliquée. Mais oui, parce qu'on a une perception un peu de l'art qui est limite folklorique. Donc on parle de... comme s'il n'y avait pas assez de zéro dans l'échec. Et donc, voilà, c'est des petites subventions. Mais je crois que la mise en valeur du potentiel économique va faire ramener des gens sur la place de façon significative. Peut-être qu'Amine, vous avez un point de vue sur cette question, sur cette nécessité, un point de vue sur cette question par rapport au travail ensemble. Les artistes africains travaillent ensemble. Ou doivent se retrouver ailleurs pour travailler ensemble?
Pour travailler pour leur intérêt, pour l'intérêt du continent. Non, on doit se retrouver en Algérie pour travailler Par ensemble. exemple. C'est ça le plus important, parce qu'on en a marre de travailler ailleurs, justement. On en a marre, comme le dit Mehdi, on en a marre de travailler ailleurs et recevoir quelques zéros. Hein, et quand les zéros arrivent dans les banques algériennes, excusez-moi de parler ainsi, mais c'est une réalité. La négociation se fait avec des dollars et des euros. Quand elle arrive ici, c'est en dinars. C'est en dinars et au truc de la banque. Mais c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'ai donné comme matière. Peut-être qu'il y a c'est pas ce que j'ai vendu. Peut-être qu'il y a un modèle économique à mettre en place. Oui, il y a un modèle économique mais qui a tardé, qui a beaucoup tardé. Vous trouvez normal que les festivals, lorsqu'on ramène des étrangers en Algérie, on a un grand problème de mécanisme pour les paiements. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour l'Algérie qui se trouve au nord de l'Afrique? Mais c'est des choses qu'on peut améliorer, évidemment, avec les propositions des artistes. Je pense que moi j'avais écouté un peu dans le débat. On a fait une discussion là-dessus. Sur la possibilité dans le domaine du cinéma. Pour supprimer les obstacles. Moi je pense que quand vous importez une machine-outil, vous pouvez la payer parce qu'on comprend ce que c'est qu'une machine-outil. Mais nous, on ne comprend pas le produit immatériel. C'est ça le problème. Et donc ça, c'est à nous d'aller convaincre. Bon, après, ça relève presque de la culture générale de certains décideurs. Il peut comprendre que si je ramène une imprimerie, je sais pas moi, une grosse imprimante, ou si je ramène une fraiseuse, ou si je ramène un appareil de radiologie, il peut comprendre que je le paye. Mais si je dis j'achète un scénario ou j'achète un brevet, tout d'un coup, comme c'est immatériel, on pense tout de suite que c'est de la surfacturation, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des automatismes qui doivent se mettre pour rassurer tout le monde. Il faut se mettre autour d'une table et dire voilà ce que coûtent les choses. Voilà. Parce que quand vous avez accès à cela, vous le valorisez. C'est-à-dire que ce qui vous coûte au début, si vous le considérez comme un investissement, il vous rapporte après. Il faudrait que ça soit une vraie volonté aussi. Parce que l'idée maintenant, le Canex un peu offre cette idée, parce que le Canex, c'est surtout la rencontre aussi des créateurs avec les milieux bancaires, etc. Parce que les milieux bancaires, parfois, ils sont en attente de garantie par rapport à un projet. Ils ne sont pas sûrs que ça va marcher. Je prendrai l'exemple d'un film, il faut s'assurer que le film soit distribué dans les salles. Un album, il faut s'assurer que l'album marche, une production musicale. Il y a aussi cet esprit à... Mais les banques, c'est comme les assurances. C'est-à-dire qu'elles prennent leurs décisions sur l'évaluation du risque. Eh bien, c'est à nous, dans le spectre de notre industrie, de commencer à travailler avec elles dans l'espace le moins risqué. Je vous donne un exemple. Écrire un scénario, c'est risqué. Produire et faire un film, c'est risqué. Mais construire des multiplexes et des salles de cinéma, ça l'est moins. Parce que si vous avez 10 ou 20 écrans, vous avez des films qui viennent d'Algérie et du monde entier. Donc déjà, nous avons, lorsqu'elles mettront un pas dans les industries créatives, par l'angle le moins risqué, l'expérience fera que pour s'assurer du contenu, elles prendront plus de risques, elles vont partager avec nous. Ça, c'est des processus qui peuvent prendre une vingtaine d'années. Mais on peut déjà tout de suite commencer par l'aspect le moins risqué. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller, par exemple, vers des banques ou spécialiser certaines banques? On ne va pas créer de nouvelles banques pour financer la culture ou soutenir la culture, mais est-ce que c'est possible de penser à ce que les banques, notamment algériennes ou africaines, qui existent, ont des sections spéciales culture, spéciales industrie culturelle? Alors, il faut des banques connaisseuses du métier. Mais peut-être pas une banque spécialisée, parce que vous allez l'enfermer dans notre secteur et donc elle va faire que du business risqué. Si elle fait de l'industrie ou de l'agriculture ou de l'échange international et qu'elle a un département pour la culture ou qu'elle a quelques agences, parce qu'il n'en faut pas 12 000, quelques agences spécialisées dans nos métiers, ça lui permettra, elle, de juguler le risque entre ce dont elle a l'expérience et nos nouveaux métiers. Je reviendrai à Amine. Une petite question avant, on a une petite pause. Il y a eu de l'engouement de la part des jeunes pour le Music Factory. Ils sont venus vous parler. Ils sont venus avec des projets. Je crois qu'il n'y a pas eu assez de communication. De communication parce que
je reçois des messages sur ma page Facebook et autres. C'est des gens qui n'habitent pas à Alger. C'est pas facile en été. C'est vraiment pas facile. Moi, je crois que, à mon avis, cet événement, il fallait bien c'est super, c'est bien, mais il fallait bien le préparer avant de le lancer. Je pense qu'il est bien préparé. C'est juste qu'il fallait nous faire sentir venir. Oui. Oui. Voilà, on se l'est pris comme ça. Oui, parce que le on a presque envie de rajouter une petite semaine parce que maintenant on l'a découvert. C'est intéressant. On a rencontré beaucoup de personnes et le Canex déjà c'est un nouveau programme. Déjà même leurs promoteurs sont en train de faire de la communication autour. Avec le temps, je pense que ça viendra. On continuera ce débat Mehdi Ben Aissa et Amin Dahen dans quelques minutes après cette pause de publicité. On est de retour ici au Palais des Expositions des Pas Maritimes SAPEX, au pavillon central, à l'est d'Alger, où se déroule la 4e édition de l'IATF, la foire interafricaine, la foire commerciale, qui se déroule donc jusqu'au 10 septembre 2025. Al 24 News est ici, suit l'événement de près, à longueur de journée. Et ce soir, nous parlons avec nos invités du CONEX, le Creative African Nexus, qui est un programme, une plateforme qui connecte les artistes africains avec les milieux banquiers, qui crée aussi des discussions et des dynamiques. Nous avons avec nous M. Mehdi Ben Aissa, qui est donc un expert audiovisuel et un producteur. Et aussi nous avons l'artiste, auteur-compositeur, également musicien, M. Amin Dahen. Merci d'être avec nous. Nous allons donc continuer ce débat pour parler un peu surtout des industries culturelles et créatives. Et tout le monde sait que ces industries rapportent beaucoup d'argent à travers le monde. En Afrique, il y a une partie qui s'intéresse à ces industries, pas d'autres. Et donc le CANEX, c'est aussi l'occasion d'en parler. Et j'ai assisté partiellement avec vous, Mehdi Ben Aissa, à un débat sur la distribution des films en Algérie, en Afrique. On a parlé aussi des plateformes, etc. Est-ce que vous pouvez un peu le résumer, si vous voulez, les idées qui ont été évoquées? Parce que j'ai vu que c'est vrai qu'on s'est plaigné de beaucoup de choses, mais il y avait quand même des idées intéressantes sur la manière de mieux distribuer le film africain. Et également, par exemple, le film africain est très mal distribué en Algérie, c'est le cas d'autres pays, pour améliorer justement sa distribution en Afrique et également en dehors du continent. La distribution est une question. Nous parlons beaucoup de distribution parce que, en fait, il y a une idée sous-jacente qui est le rayonnement. Le rayonnement est une dimension politique, la distribution est économique. Oui. Nous pouvons faire les deux quand la distribution est mature, est établie. Elle amplifie la dimension politique. Et donc, ce dont il a été question souvent, c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire comment prendre des produits à faible valeur de production en Afrique et les vendre sur un marché à forte valeur et dégager beaucoup de marge. Oui. De marge, pardon. Et donc, ce système, c'est ce qui se fait traditionnellement et depuis très longtemps, et il y a des spécialistes là-dessus. Je pense que l'étape qui devrait suivre, c'est comment faire que chacun des marchés africains devienne mature et rentre en croissance réelle. L'exemple que je donne, c'est comme nos dates. Vous savez, les gens, à un moment donné, voulaient exporter des dates pour ramener des devises. Sauf qu'aujourd'hui, la valeur des dates en Algérie, elle est plus élevée que la valeur des dates à l'extérieur. Vous voyez? Oui. Bon, c'est pas ce que je souhaite, qu'il y ait un équilibre. Mais pour les films, ça devrait être un peu la même chose. Parce que nous n'allons pas nous contenter de 4-5 films par an et être tout content de les voir dans des festivals. La véritable joie et la véritable réussite de notre cinéma, c'est quand notre public va le voir, par centaines de milliers, je dirais. Oui. Pour ça, il faut des salles. Il faut aussi de la création. Pour prendre l'exemple du cinéma. Oui. Mais c'est valable aussi pour la musique. Oui. La musique est piratée. Il n'y a que sur les concerts. Il n'y a que le concert qui est une économie, on va dire, vertueuse et qui se tient. Donc il faut parce qu'il est physique réel, on ne vole pas les gens. Donc par exemple pour la musique, il faut ouvrir des salles, organiser des concerts, parce qu'il y a une véritable économie derrière. Si chaque Algérien s'achète un ticket de concert 1 à 2 fois par an, imaginez le chiffre d'affaires que ça peut faire.
dans des salles de 5000, 2000, on ne va pas parler de stade. Mais C'est vrai qu'on a vu des concerts dans les salles que nous avons en Algérie où c'était archi-camp. Là, Amin Dahan était au festival du Rail durant l'été à Oran, donc à l'ouest algérien, mais également c'était Abbas, et on a vu l'engouement. Donc parlez-nous un peu justement de ce grand intérêt du public algérien. Le public algérien est là, est présent. La demande est réelle. réelle. On ne répond pas à la demande. Oui. Je vous pose une question. Si on prend une salle comme le Zénith De Constantine. Ahmed Bey, la salle Ahmed Bey. Ahmed Bey, je pose Oui. une question. Oui. Combien de fois par an Oui, il est ouvert à des concerts? oui. Combien de fois? Mais on n'a pas de On ne chiffre. sait pas. Hein. Pourtant, si on se dit, cette année on fait 20, l'année C'est prochaine une très belle 25. salle. Hein. C'est une très belle salle. Et vous savez ce qui fait... M. Dahan pourra en parler mieux que moi, mais Oui. si vous voulez créer une dynamique, il faut falloir se projeter. C'est-à-dire Oui. qu'une date doit être arrêtée peut-être 2 ans, 3 ans à l'avance. Si Oui. on n'offre pas, je dirais même pas cette garantie, parce qu'en fait, si on n'offre pas ce professionnalisme, on n'y arrivera pas. Pour le cinéma, c'est la même chose. Oui. Tant qu'on n'a pas dit, cette année va sortir 10 films. En 2027, il y en aura 15. Et en 2028, il y en aura 18. J'aurais du mal à croire à la croissance. Je sens un engouement. On a fait des Il y a de assises. l'intérêt, oui. Les deuxièmes assises ont été honorées de la présence du président. Les producteurs, la profession a transmis les solutions. Maintenant, il faut traduire l'essai. Parce qu'on a pris qu'on a déjà des exemples. Le Nigeria est un grand producteur de cinéma. Et on a vu qu'il y avait des producteurs, des réalisateurs qui sont venus à Alger, des pays comme le Kenya, comme l'Éthiopie, même des pays comme le Mozambique ou l'Afrique du Sud, où il y a quand même des festivals aussi importants, comme le festival d'Urban, le festival de Zanzibar, aussi en Tanzanie, et d'autres au Cameroun, le festival des Crans Noirs. Donc le cinéma est en train de très vivace en terre africaine. D'ailleurs, le cinéma africain rapporte pratiquement annuellement des prix à travers le monde. Je voulais revenir à la question à Amin Dahan sur l'engouement du public. Parce que c'est vrai, le public africain, si on parle de musique, le public africain adore le cinéma et adore la musique. Pour le Rail, le festival du Rail, vous savez que le Rail, M. Dahan, et vous le savez, a été classé par l'UNESCO dans la liste représentative du patrimoine universel de l'humanité. Donc parlez-nous de cet engouement du public, de cette présence, de ce festival qui était une grande réussite. Festival du Rail. Je vais vous raconter ça par un petit exemple. Je crois que vous avez vu le Rai Nation qu'on avait créé. Rai Nation, le absolument. Rai Nation. Oui. Le Rai Nation, je l'ai créé, on l'a créé avec Faisal Sahbi, que vous connaissez. Oui. On a travaillé ensemble, on a bossé ensemble. C'était pas juste d'exposer des chansons et de faire passer ça comme un jukebox. Voilà. Oui. C'était de raconter une histoire de rail dans une chronologie bien précise. Et ce concept-là, le premier concert, c'était au Palais des Congrès en France. On l'a fait, le Palais des Congrès, 4000 personnes. Voilà. On a fait le full. On voulait, tout simplement, et qu'on a bien fait ce spectacle que pour des Algériens. Oui. C'est vrai qu'il y a des étrangers, mais sûrement c'est pas possible. Il est fait pour la musique algérienne. On a voulu juste prendre le modèle tel qu'il est, l'histoire du Rai Nation, et le ramener ici en Algérie. On était prêt à tout. On était prêt à même, c'est-à-dire chacun de nous, à descendre à moins 50%, c'est-à-dire dans tout, même moyen technique, tout. On n'a pas pu le réaliser. Non. Oui. Parce que je crois qu'on a toujours vendu à l'Algérien un modèle de spectacle. Pour lui, tout est pareil. On bricole, on fait un bœuf sur scène, on vient du mariage, on joue comme on a joué dans le mariage, on répète sur scène devant un public, tout est pareil. Le public algérien, et je suis responsable de ça. Mais après,
mais je suis pas coupable. C'est-à-dire, Voilà. est-ce qu'il faut passer à un stade de plus de professionnalisme dans le domaine de la musique? Je crois qu'il faut- Préparation des Je concerts, crois qu'il faut passer déjà au des stade galas. d'apprendre le public et il faudrait que le public nous... Mais il faudrait qu'on passe déjà au stade, lorsqu'on fait un festival, l'entrée elle doit être payante. Sortir de la gratuité. On peut pas remplir un théâtre d'ouverture à Oran à 7000 personnes avec de la gratuité. C'est illogique. C'est pas tenable économiquement. Voilà, c'est illogique. Ça veut dire, là, on ne vend pas. Ça veut dire que nous, on est en train de dire, Billy, on peut vendre un paquet de sucre, ou un téléphone, ou là, on ne peut pas vendre de l'art. L'art, on le fait gratuitement Non, mais avec si le vous temps, voulez le faire. Avec le temps, ça va venir peut-être, avec le temps, En fait, doucement. il y a la notion de choix. Ouais. C'est-à-dire que la gratuité inhibe le choix. Ouais. Quand je dois payer, vous savez, un paquet de cigarettes, un concert, ça peut être le prix de 2 paquets de cigarettes, Ouais. par exemple. Mais j'ai choisi, j'ai voulu ça et je me suis fait plaisir en faisant ça. Même quand vous allez faire le plein, alors que l'essence et le pétrole est à nous, on paye notre essence quand C'est même. vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de raison de ne pas payer Ouais. un concert. Le rail aujourd'hui, comment il se porte à Médahan? Oh, Ouais. C'est la musique algérienne qui s'exporte le plus. ça, hein. c'est une grande histoire. Ouais. Comment il se porte Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il tourne en Si, rond? il évolue parce qu'il y a une nouvelle génération qui a hérité, qui est en train d'adopter le Rahada avec amour. Il ne devient pas juste un outil de gagner de l'argent parce qu'avant le modèle Cheb, c'est vrai qu'il aimait sa musique et tout ça, il est là pour gagner de l'argent. Ouais. Et il fait partie d'un système, un système de ta'lil, de nuit, les boîtes et tout ça. Il est là pour gagner beaucoup d'argent. Il gagne beaucoup d'argent. Mais on est, il y a Une nouvelle génération. collectif, Une nouvelle génération. un collectif qui arrive et vraiment qui est en train de creuser dans le terroir. Et franchement, moi je suis prêt à sacrifier le peu qui me reste. Je sais pas, on peut pas savoir, mais je suis vraiment prêt à sacrifier avec cette jeunesse. Parce que j'ai vu par exemple le groupe El Basta. Le groupe El Basta. Oui, L'engouement qu'il suscite Oui, auprès du public. oui. Dernièrement, ils ont fait un concert, je pense, à Annaba, c'est pas à Oran, Mm. c'est de l'autre côté de l'Algérie, où il y Oui. avait quand même un monde de. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une volonté de l'auditoire, parce que vous parlez du public, de revenir aux sources, d'un book to roots pour la musique arabe? non, c'est aussi, il faut pas oublier, c'est aussi un phénomène mode actuellement. Ouais. Ça arrive dans tous les pays. Je sais pas moi, en France, aux États-Unis, l'histoire de tout ce qui est R&B et tout ce qui est l'ancien pop et tout ça, elle a pris beaucoup d'ampleur. Mais là, on voit que la pop anglaise, elle est revenue. C'est-à-dire le rock revient aussi. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose pour nous, Farraï. Et juste, il est en train de revenir avec un peu de technologie et tout ça. Mais j'aimerais pas aussi qu'on rentre, franchement, j'aimerais pas aussi qu'on rentre parce que faire le truc trop roots aussi, on va revenir encore à ce modèle de chef qui a existé dans les années, Ouais. dans les années 70. Et il faudrait pas que ça soit un truc exotique, touristique. J'ai pas envie qu'on rentre. Ouais. J'ai pas vraiment envie qu'on rentre dans ça. C'est comme l'histoire de la musique tergui qui se consomme, mais qui se consomme d'une manière très... c'est un peu rusé. Exotique. Voilà. Vous parlez de la soupe, hein, parce que la soupe, c'est vraiment ce qu'on appelle la soupe. La soupe, c'est avec la guitare électrique, Oui. les tinariwen, etc. Mais ces tinariwen, c'est présenté, c'est plus, parce que c'est ça le problème qui se pose justement. Vous faites bien d'en parler pour la musique africaine et pour la création africaine. Lorsqu'il c'est pris en charge en dehors de l'Afrique, ça devient un produit exotique. Les tinariwen, il faut voir comment ils sont présentés. Ils font de la bonne musique. Et le groupe est né à Tamanrasset, dans le grand sud algérien, mais la musique, comment elle est présentée ailleurs, le blues du désert, le rock du désert, la nostalgie du désert, ça veut dire que c'est pas du tout, elle n'exprime pas réellement l'origine de la musique, comment elle est née, qu'est-ce qu'elle exprime. Parce que dans les musiques targui, Amine parle des musiques targui, et les danses targui, il y en a plein. Il y a l'imzad, il y a le tindi, il y a le jenki, etc.
Certains sont classés, par exemple l'imzat, qui est un instrument féminin, classé par l'UNESCO, mais ils sont encore peu connus. Et parfois, on a tendance à les vouloir par une certaine anthropologie coloniale dans leur lieu, restez là où vous êtes, ne partez pas ailleurs, ne cherchez pas à aller ailleurs. L'imzat, par exemple, aurait pu être dans un orchestre de rock algérien. Archichep, quand il a fait le festival panafricain en 69, il est parti en Taman Rasset, il a fait un concert avec les femmes du Tindi qui sont montées sur scène et chantaient avec lui et avec sa musique. Cette fusion a eu lieu en 1969. Depuis, on n'a pas fait grand-chose pour fusionner cette musique du sud algérien. Vous avez un point de vue là-dessus, Mahdi? Non, mais comme vous disiez que Tinariwen était présenté comme une musique du désert et tout, en fait, il faut comprendre le schéma de distribution. Quand Tinariwen va en Europe faire une tournée, il fait combien de dates? Il fait beaucoup de dates. Parce qu'il y a un réseau, ils sont organisés. Une salle doit offrir quelque chose toutes les semaines, peut-être même 2 fois par semaine. Et donc, il faut nourrir cette machine, ces infrastructures, il faut les nourrir. On ne peut pas laisser une salle dans le centre-ville d'une capitale faire un concert par mois. Ce n'est pas viable. Donc, on va chercher des talents. Et ensuite, il faut les vendre aux locaux. Comment tu vends Tinariwen de Taman Rasset si ce n'est par le biais de quelque chose qui fait rêver comme le désert. Mais tu ne vends pas Tinariwen à un Français comme tu le vends à un Italien, comme tu le vendrais peut-être à un Suédois, même s'il y a toujours un peu de désert. Mais Tinariwen, lui, peut-être il fait 20, 30, 40 dates par an en Europe, plus une vingtaine aux États-Unis et en Asie. Et je vous pose la question, combien de dates de même rémunération il peut faire en Afrique? Il y a un problème aussi de... C'est une forme d'organisation économique aussi. C'est pour ça qu'on parle d'industrie. C'est d'abord ça. Avant, il y avait les immigrés partaient parce qu'ils travaillaient, ils avaient un meilleur salaire. Bon, le salaire, c'était à l'année. Maintenant, les artistes immigrent pour des dates. C'est une immigration segmentée. Ça veut dire que si on veut retenir nos artistes en Afrique, il faut qu'ils jouent, qu'ils travaillent plus. Qu'ils aient plus de dates, qu'ils aient plus de salles, qu'ils aient plus de concerts. Je vous pose faussement, naïvement la question. Si je prends nos salles de spectacle, reçoivent ont des combien de programmations ont-elles par an? Il faudrait qu'on ait cet indicateur. Dans les salles de cinéma, on dit, voilà, cette semaine, j'ai fait tant d'entrées. Les salles, combien de fois? Et peut-être, voilà, il faut... Déjà, il faut qu'on sache Encore aussi... une fois, je vous dis, les solutions, on les connaît. Mais peut-être il faudrait savoir aussi où il y a combien de salles de cinéma dans toute l'Afrique. Maintenant, il y a un retour, il y a un travail sur les salles dans certains pays notamment. Je parlais du Kenya, de l'Éthiopie. En Algérie, maintenant, il y a des projets de multiplex. J'espère que ça va fonctionner rapidement. Et même pour les salles de spectacle, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Par exemple, le Festival de Rail, à Oran, il se tient au théâtre de verdure, Hasni Chakron, qui est un bel espace. Et je voulais revenir toujours au dernier festival. Allez-y, Mahdi. Après votre réponse, Amine parlera un peu comment s'est déroulée la dernière édition du Festival du Rail. J'aimerais juste revenir sur puisqu'on parlait un peu d'économie. Vous savez, les festivals. Dans les années 60, on organisait des festivals partout en Afrique pour faire connaître. C'était les États qui prenaient ça en charge. Et une fois qu'on a découvert l'artiste, il rentrait dans un couloir ou dans un pipe économique. Aujourd'hui, en Europe, les festivals correspondent à la même chose. On ramène des stars pour ramener du public, mais en même temps, on lance des jeunes artistes qui, après, rentrent dans le sérail économique. Il ne faudrait pas que nos festivals soient, entre guillemets, stériles. C'est-à-dire qu'on ramène des artistes, mais en même temps, ils ne trouvent pas comment ensuite être produits et distribués. Les festivals sont un moment de découverte et ça permet aux artistes d'embrayer sur une réelle économie. Amine, pour la question par rapport au dernier festival, le Mahdi développait l'idée de l'économie, vous avez plaidé pour qu'il y ait plus de gratuité. Je voulais savoir comment s'est déroulée la dernière édition. Parce que vous savez que le festival s'est arrêté pendant 1 année ou 2 ans, le Festival du Rail. Cette édition était un peu spéciale, c'est parce qu'on a rendu hommage à Mohamed Bousmaha, Allah yarhamah. Le pauvre, c'est un jeune qui a aimé la musique, qui s'est battu pour la musique. Il était candidat d'Al-Hanwa Shabab, il a été classé premier aussi, le pauvre. Et je crois que vous l'avez connu, comment il est humainement. Et je crois que
on a tous fait ça avec beaucoup de cœur et beaucoup de chagrin parce que moi-même, c'était comme un petit frère. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui avais rendu cet hommage. J'ai fait appel à tous les artistes de rail, tous les stars de rail, je lui ai écrit un petit hommage et tous ces chanteurs sont venus au studio chez moi et ils ont accepté d'enregistrer gratuitement et de faire la chose gratuitement et ça fait un peu bizarre parce que c'est des chanteurs de rail. Généralement, on connaît que le chanteur de rail veut gagner de l'argent, mais pour cette cause, ils ont vraiment été solidaires. Voilà, ils ont vraiment été solidaires. Et d'ailleurs, vous pouvez voir le clip, il a tellement fait un petit ravage qu'il y a eu une petite polémique là-dessus parce qu'on a été attaqué. J'ai été attaqué. Parce que sous prétexte comme quoi les scènes qui توفى لازم تصدق عليه ودعي عليه ماشي دير له غنيه راك فاهم. Ouais, ça c'est l'idéologie. Ouais, c'est normal et moi ma manière de rendre hommage à quelqu'un, c'est comme ça. J'ai rendu hommage à mon père de la même manière. Je sais pas le faire autrement. Ouais. Et du coup on lui a rendu hommage et ça c'est super bien fait. Ce qu'il y avait de particulier aussi, il y avait cette nouvelle génération qui est venu, les Basta, les Chazil, les Mehdi Al-Haifawi, qui sont en train de puiser dans le Melhoun et tout ça, dans l'ancien rail. Et franchement, même si c'était une petite édition, une petite édition de 4 jours, c'est vraiment bénéfique pour nous et pour le public oranais. On a essayé aussi de lui présenter pas un nouveau rail, j'ai pas envie d'entrer dans ça, mais comme vous le savez, je dis toujours le rail aussi il doit être transcrit et tout ça, ouais. et c'est ce que je fais, je ramène des musiciens lecteurs carrément et on transcrit, on écrit et on joue de la musique qui est écrite sur partition et tout ça, et on oblige cet artiste à comprendre que ta musique doit être structurée et doit être respectée. C'est pas que du roots, non, parce que tu as un public qui est là, qui impose de la belle musique, voilà. Et j'espère que l'année prochaine on pourra faire mieux que ça, voilà. Et comment justement rendre la musique algérienne plus exportable? Je ne parle pas de l'aspect économique, je parle de l'aspect artistique, créatif, vers l'Afrique, vers le monde. Parce qu'on a beaucoup de choses à exporter en matière musicale, vous savez. Franchement, la réponse, je ne l'ai pas. Parce que, pour être franc avec vous, pour ne pas raconter des bobards, c'est parce que, tout simplement, déjà le public algérien, il consomme tout. Ouais. Et le même public, voilà, il peut consommer du Kadam Sahar comme il peut consommer du Beyoncé et on se dit c'est quoi ce truc. Le problème, mais je crois qu'il y a un haja qu'il faudrait respecter, que arrêtons de dire que la musique algérienne, elle est représentée par le rail actuellement. C'est normal parce qu'il est inscrit à l'UNESCO et tout ça. Mais ce rail, c'est pas une musique de clochard. C'est vrai que c'est une musique du ghetto, comme toutes les musiques avant. Aux États-Unis, le blues est une musique du ghetto qui خرجت un dérivé qu'on appelle aujourd'hui jazz, oui. Et qui est la musique la plus complexe. Et pourquoi pas, je ne suis pas en train de dire que le rail pourrait devenir de la musique complexe. Non, parce que il est fait pour un public, le public du ghetto, et ça ne veut pas dire qu'il est fait pour un public qui ne comprend pas la musique, non. Il ne faut pas ghettoiser la musique, voilà. Aussi. Mais il est fait pour faire danser, c'est un truc tribal. Voilà. Vrai, il faudrait respecter ça. Et je voulais juste revenir sur la petite virgule que M. Mehdi avait évoquée tout à l'heure.
Concernant arrêtons de faire du plagiat sur les musiques de films. Aujourd'hui, je crois, on a peu de musique originale de films. On n'a pas de repères, on n'a pas de ma'nash marja. Sauf La sauf bataille pour d'Alger. Al-Hariq, La bataille d'Alger aussi. voilà, la bataille d'Alger. Mais arrêtons aussi, à chaque fois qu'on a envie de faire z'ama un gros film ou là, un grand film, z'ama, je parle de l'aspect musique, du chapitre musique, d'aller directement penser à un compositeur de l'autre côté. Vous êtes prêt à composer pour des films Mais bien sûr, on est là. africains et algériens. Mais bien sûr, on est là. Mais bien Oui. sûr. Mais il faut arrêter quand même. On peut pas. C'est pas possible qu'un étranger, mis à part le côté universel, musique classique et tout ça, c'est pas possible qu'un étranger pourrait comprendre la culture L'âme de d'un ton peuple, pays l'âme d'un peuple, mieux, ouais. ou la langue d'un peuple mieux C'est qu'autre. vrai, c'est vrai. C'est pas possible. Et je crois que vous l'avez vu, je crois que vous avez vu le court-métrage de Hajar Sabata qui était Tayara Sfara. C'est vrai, oui. Et j'aimerais bien poser la question à Mehdi, qu'est-ce qu'il en pense? De la bande originale. Qu'est-ce qu'il en pense de la musique? Parce qu'en fait, oh. c'est moi qui avais créé cette musique-là. La musique Je ne sais pas si vous c'est un la- court-métrage qui s'appelle la Blanche jaune. On terminera avec vous, Mehdi Belaïssa. Avec la question, il vous a posé une question. Je rapidement. trouve très intéressant. Ça devrait. Vous savez, que quand vous recevez une subvention, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles il faut répondre. Et pourquoi pas que la musique soit issue d'une composition d'un auteur algérien. Ouais. Ça peut l'être. Ça ne veut pas dire qu'on va faire de la musique algérienne. Non. Non. Mais non, je parle légalement. C'est-à-dire que vous savez très bien, quand vous recevez une subvention, ça veut dire qu'un certain pourcentage majoritaire doit être consacré au pays qui vous l'a donné. Donc, et que les artistes et les acteurs doivent être algériens. Donc pourquoi pas le chapitre musique ne pas l'inclure dans ce périmètre. Oui, parce que je ne crois pas aux États-Unis. Moi, je ne crois pas qu'il y ait. Quand il y a des films aux États-Unis, on appelle des compositeurs américains. On n'appelle pas des Anglais. On n'appelle pas l'orchestre philharmonique. C'est un mais débat. c'est- C'est un débat très riche. Mais je terminerai avec vous une petite question avec une réponse brève. Parlez-nous rapidement de la prochaine édition du Festival international d'Alger du cinéma qui aura lieu au mois de décembre. Avant de terminer cette émission. Alors Vous êtes l'Algiers commissaire International Film Festival, Oui. qui se tiendra à Alger du 4 au 10 décembre prochain. Le 10 septembre, il y aura l'appel à films sera clos et la commission de visionnage commencera son travail. Elle est présidée par notre cher producteur Boalem Ziani et son équipe. Et le festival se tiendra à Alger sur 3 espaces. Avec Cuba comme invité d'honneur. Pardon ? Avec Cuba comme invité d'honneur. Alors, Cuba est notre invité d'honneur et nous aurons des sélections de films, notamment, bien sûr, cubains, avec des masterclass de ce pays. Il y aura aussi une sélection de films palestiniens et de films de science et de connaissances. Cuba, c'est pour faire le lien aussi avec le continent sud-américain. On dirait Exactement. Il y a aussi des rapports avec l'Afrique, quelque part. Ils sont très étroits. Très étroits. On a eu un débat très riche avec vous, Mehdi Belaïssa. Vous êtes producteur et expert en audiovisuel. Avec Amin Dehan aussi, compositeur et artiste. On a beaucoup parlé de musique et de cinéma parce que le CANEX, qui est le programme qui lie à l'IATF, la foire internationale africaine commerciale, il y a un programme CANEX où il y a sur les industries culturelles et créatives. Il y a la musique, je rappelle. Il y a la gastronomie, il y a la littérature, il y a le cinéma. Il y a d'autres productions. D'autres créations dans le domaine culturel. Merci à vous d'être venus. Merci à nos amis téléspectateurs de nous avoir suivis en direct d'ici. J'ai parlé des expositions des pas maritimes SAPEX à l'Est d'Alger. Il y aura d'autres débats durant la soirée sur Albert 4 News, la chaîne internationale algérienne. Donc, restez avec nous et à très bientôt.